Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un nouvel épisode du Top Gear Equinox, avec ce coup-ci la Ultima Coupé 1020 que vous voyez ici, qui est une voiture qu'on avait déjà à l'époque de Forza Horizon 4 et de Forza Horizon 3, il me semble qu'elle avait été ajoutée en DLC celle-ci, qui est une voiture extrêmement performante mais aussi très dure à conduire, qu'on va tester d'origine et améliorer sur le circuit du Top Gear Equinox pour voir un petit peu de quel chrono elle est capable, voilà, voir si on arrive à la mettre dans le top 10, soit des voitures les plus rapides d'origine, soit évidemment avec les améliorations ou avec le swap et les 4 roues motrices. Donc voiture assez spéciale qui reprend au final la base de la Ultima Evolution classique. Alors je rappelle qu'on avait une autre version de la Ultima sur Forza Horizon 3, qui était la Ultima 720, qui en gros était à peu près la même voiture, sauf qu'au niveau du moteur, on avait un V8 Atmo. Là, on a un V8 compressé, qui est un V8 d'origine Chevrolet, c'est un moteur de Corvette en fait, qui fait je crois 6,8 litres de cylindrée, et qui est donc équipé d'un compresseur. La voiture sort 1020 chevaux, pour une voiture qui est effectivement très légère, puisqu'au niveau du poids, on est aux alentours des 950 kg, et ça c'est full stock, hein, c'est vraiment sans amélioration, c'est vraiment genre la vraie voiture. Du coup les performances sont assez insane, on a le 0 à 100 qui se fait en 3 secondes 1, on a une vitesse de pointe qui est aux alentours des 390 km/h en VMAX full stock. Par contre on a une voiture qui est ultra dure à conduire et qui en vrai d'ailleurs n'a aucune assistance à la conduite. Ils aiment bien faire ça chez Ultima, ils font des voitures très performantes, très dures à conduire et ils mettent pas de SP, pas de contrôle de traction. Résultat, ça en fait une voiture très légère, à mon avis ultra hardcore à conduire en vrai aussi, mais qui, entre les bonnes mains, doit être sacrément violente. En sachant que, voilà, je vous le disais, on avait également la 720 sur Forza Horizon 3, qu'on n'a pas eu sur Horizon 4 ni sur Horizon 5, et déjà la 720 était ultra violente, hein. C'était vraiment une voiture de course, mais voilà, road légal. Donc ça, c'est vraiment l'évolution au final de cette voiture-là. Sachez qu'en plus, en vrai, cette voiture-là coûte pas très cher, parce qu'au final, c'est relativement simple, en fait. C'est un bon châssis, un bon moteur et pas d'électronique, avec en plus un bon aéro. Et c'est une voiture qui, en vrai, pour les plus petites versions, donc la version, je crois que c'est 300 chevaux et des poussières, aux États-Unis, ça valait 55 000 $. Et la grosse version qu'on a ici, donc la version coupée, évolution, tout ce que vous voulez, 1020 chevaux, c'est, il me semble, aux alentours des 80 000 $. Donc autant vous dire que pour ce prix-là, niveau perf, il n'y a pas grand-chose qui peut me suivre en fait, même quasiment rien. Parce qu'à ce prix-là, vous avez quoi? Vous avez même pas une GTR, je pense, une GTR qui est quand même largement moins performante que ça. Vous avez même pas non plus une Dodge Demon qui a un peu plus d'accélération pour le 0 à 100, mais qui clairement a pas ce genre de châssis et qui a pas une VMAX comme ça. Donc pour le prix, la Ultima 1020 c'est quand même incroyable. Mais bon, voilà aussi, faut bien le dire que faire 300 km dans une GTR ou dans une Challenger ça doit se faire. Faire 300 km dans une Ultima comme ça en vrai c'est, à mon avis, une punition. Voilà. Par contre elle est vraiment violente, niveau accélération, niveau... je sais pas comment dire ça, reprise, voilà. Elle est assez insane. Par contre elle souvient un peu, ce qui est un peu bizarre pour une propulsion. Et le frein n'est pas si... Enfin le freinage plutôt, n'est pas si incroyable que ça. Du coup on a dû, je pense, perdre pas mal de temps sur certaines sections, à rattraper un peu la voiture. Je sais pas ce que ça va donner niveau chrono d'origine, si on se met bien ou si on se met un peu moins bien. On fait 3.13, comment on est si on est dans le top 10, on est entre une F50 GT et la Brabham BT62, qui était pourtant ultra violente. Hein. Alors évidemment, on a des améliorations disponibles sur cette voiture, mais on n'a pas d'amélioration moteur, puisqu'on a déjà techniquement un moteur ultra amélioré, un moteur déjà ultra optimisé. Mais on a d'autres améliorations, évidemment, pour le châssis. D'ailleurs là, le freinage, je sais pas si vous avez vu au niveau des stats, il est passé de 7.9 à 10 en une amélioration. Donc hâte de voir ce que ça va donner vraiment full. Je l'avais déjà mis full, celle-ci elle va en X, mais alors je me rappelle pas ce que j'avais fait avec, parce que en général ce genre de grosses voitures là, j'essaie de d'abord les tester sur le Top Gear Equinox en fait, avant de les rouler de mon côté. Alors peut-être qu'un jour on a eu une épreuve en multijoueur où j'ai pas eu le choix de la prendre, où je téléchargeais genre un petit réglage à la va-vite, ce qui est tout à fait possible. Donc voilà, je sais qu'elle va en X, je sais pas si je l'avais swappé, parce que cette voiture là vous pouvez la swapper en plus avec un moteur qui est encore plus pété, mais déjà sans swap, bon ça va en X sans aucun problème, voilà, et d'ailleurs sans avoir besoin du aileron Forza pour la tenue de route, ce qui veut dire que de base full stock, vous devez déjà pouvoir régler l'appui de la voiture. Donc 2.6 en latéraux, 30 kg de moins et la même puissance avec des freins améliorés et tout ce qui va avec.
Donc je vais vite fait la régler et puis on est parti pour la retester sur le même circuit. Donc c'est parti pour le deuxième test avec la voiture améliorée et réglée. On la testera une troisième fois après avec les 4 roues motrices et le swap qui permettront logiquement encore d'améliorer la voiture, puisque effectivement celle-ci avec les 4 roues motrices elle devrait être bien plus facile à manier, elle devrait décoller bien plus facilement, genre sur ce style de virage où là on est obligé de prendre le truc avec des pincettes tellement c'est léger et bourrin en fait. Donc avec les 4 roues motrices, là, on devrait avoir une voiture qui devrait quand même bien s'améliorer au niveau du chrono. Alors par contre, maintenant, elle a une putain de tenue de route, elle a beaucoup d'appui, ce qui fait qu'elle tourne beaucoup plus qu'avant, et genre il faut s'habituer en fait. Parce que là, la maniabilité est excellente. Enfin, il y a vraiment un énorme gap entre la voiture full stock et la voiture améliorée, avec au final assez peu d'amélioration, mais c'est vraiment pas la même conduite là pour le coup. Tous ces virages là, tout à l'heure, on était obligé de les prendre un peu plus large que ça. Là, vraiment, on peut les prendre full à la corde, en accélérant tout le temps, j'ai l'impression que tout passe. Hein. Sans aucun souci d'ailleurs. Donc il faut un peu s'y habituer pour pouvoir tout prendre pleine balle. Alors l'arrière vient de glisser à 305 km/h. Je sais pas si ça s'est vu, je l'ai un petit peu senti dans la manette. Ce qui me rassure pas par contre. Surtout que normalement on a genre beaucoup d'appui. On était à 2,6 tout à l'heure et ça c'était avant les réglages. Je pense qu'avec les réglages on doit être à 2,8 voire 2,9. Par contre le freinage maintenant il est incroyable. Là j'avoue tout à l'heure ici on avait freiné un peu tard. Il avait fallu que je rewind pour me mettre bien dans le truc. Là c'est passé vraiment à l'aise au premier essai. Après c'était pile poil, je pense qu'on freinait une seconde plus tard c'était mort. Mais là c'est quand même un putain d'outil. Effectivement vous avez bien fait aussi d'insister dans les commentaires pour que je teste cette voiture là sur le Top Gear Equinox. J'avais un petit peu zappé, c'est vrai, parce que en fait sur FH3 et FH4 elle était rapide mais elle était pas si pétée que ça en fait. Genre elle était pas aussi haute dans les classements, elle était pas aussi facile à prendre en main entre guillemets. Donc résultat, j'avais un petit peu disqualifié d'office, on va dire ça comme ça, alors qu'en fait c'est un monstre. Donc vous avez bien fait d'insister pour que je la fasse. Également, je sais que notamment Krusk, je sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais bon, a insisté un peu pour que je fasse la Cerbera, qui est apparemment aussi assez fumée. Donc il faudra que je teste aussi. Et puis ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ici quelques jours, normalement, je vais pouvoir enfin me lancer dans une vidéo du style les 10 meilleures voitures de Forza Horizon 5 dans chaque catégorie, voilà, stock et améliorée. Donc ça ce sera, je pense, une fois que j'aurai terminé au final avec la Cerbera et autres. Si jamais il y a un autre modèle à me faire tester, vous me le mettrez en commentaire, mais là, bon, je pense qu'on arrive un peu sur les fin de série de voitures qu'il faut que je teste sur ce circuit-là, avec la Radical RXC que j'ai fait récemment, la CLK, l'Apollo, celle-ci, bon, la Cerbera qui va arriver d'ici quelques jours aussi. Bon, voilà, je pense que là, avant la prochaine mise à jour, on nous rajoutera peut-être une grosse supercar ou une grosse hypercar, ça fait quand même 2-3 mises à jour d'affilée qu'on n'en a pas eu. Il y a des chances que le classement soit définitif pour quand même quelques mois. Et on est ultra bien niveau chrono. Hop là, on va essayer de pas faire de la merde sur la fin, ce serait pas mal. Et on devrait rentrer normalement dans le top 10 je pense. Oula. Là, c'est un peu sec mais ça passe. On fait 3-0-2, qu'est-ce que ça nous donne? On est dedans, on est dans le top 10, on est top 9 apparemment, et on vire du coup du classement. La F50 GT, non pardon, la 918 Spider et la Koenigsegg CCGT, what the fuck. Non, juste la CCGT. Voilà, puisque là on se met au niveau du classement entre la Bad to the Blade, qui avait fait un putain de chrono alors que pourtant on avait que 320 en VMAX. On est entre ça et la F50 GT. D'ailleurs, j'en profite pour dire que tout à l'heure je vous dis une petite bêtise, je vous ai dit qu'on était au niveau du chrono derrière la F50 GT, on était pile poil devant aussi full stock. Donc peut-être qu'avec toutes les améliorations, on va être aussi pile poil devant la F50 GT, qui était full. Voilà. Et donc c'est parti pour le test avec la Ultima 1020, donc ce coup-ci swappé et passer en 4 roues motrices. Alors les 4 roues motrices et le swap, le problème c'est que ça nous fait prendre un peu de poids, la voiture est maintenant un tout petit peu au-dessus de la tonne, mais vu qu'avec ce swap là on fait 1300 chevaux, en termes d'accélération normalement on est ultra gagnant. Alors peut-être qu'en termes de tenue de route on va un petit peu plus galérer sur les virages un peu serrés, mais bon, on devrait normalement avoir une voiture beaucoup plus facile à manier, et de toute façon niveau rapport de puissance on est mieux, donc techniquement là on est censé gagner je pense 2-3 secondes sur le chrono dans ces eaux là. Donc hâte de voir ce que ça va donner à la fin. Après voilà, comme d'habitude, les 4 roues motrices, des fois, ça nique un peu, malheureusement, je sais pas comment dire, l'attaque de la voiture en virage. Donc on a une voiture qui va être un peu plus sous-vireuse, malheureusement. Ça se sent un petit peu, mais c'est pas dramatique non plus, vu que la voiture est quand même bien légère, il y a des putains de freins, donc on peut rattraper un peu le truc.
Mais d'ailleurs, petite info, le swap sur cette voiture-là, le V12 7 litres 7, et il me semble au final le V12 de la TVR Cerbera. Je vous en parlais plus tôt dans cette vidéo, je disais qu'il fallait que je la teste elle aussi sur le Top Gear Equinox. On l'aura peut-être pas encore testé, mais on aura au moins testé son moteur. Donc on verra ce que ça donnera aussi avec la Cerbera entière. Je sais pas si la Cerbera d'ailleurs en swap est disponible quelque chose de plus violent, je pense que c'est un des moteurs les plus gros du jeu au final. Le 7 litres 7. On a peut-être des moteurs qui font 8 litres, genre du côté de la Viper, on a évidemment aussi la Napier Railton qui a un moteur d'avion, qui a forcément du coup une cylindrée complètement énorme, mais c'est incomparable. Et je crois qu'en termes de cylindrée de moteur classique, on a là un des plus gros moteurs du jeu. Voilà, il me semble. 7 litres 7, c'est quand même énorme. Hein. Je rappelle que maintenant il y a des voitures qui font 900 cm3 3 cylindres, du côté de chez Renault par exemple. Donc bon, on a une Fiat 972, on a 8 fois le moteur d'une TCE là-dedans. Et encore un peu plus de 8 fois. Pour, bon par contre beaucoup plus que 8 fois la puissance, puisque je sais pas combien ça fait une Clio TCE, ça doit faire 60 chevaux peut-être. Donc là on a 20 fois la puissance d'une TCE. Donc moteur, hein, techniquement, un peu plus optimisé. Voilà. Bon, on va voir maintenant ce que ça donne au niveau du chrono final. Je pense qu'on est bien, mais je pense qu'on n'est pas si bien que ça non plus. En fait, l'accélération elle est vachement trompeuse. On a une caisse qui est une fusée en ligne droite, mais qui est pas si facile que ça à manier en virage malheureusement. Les 4 roues motrices ont un peu changé le comportement de la bagnole. Après bon, l'avantage c'est que on perd du temps, ok d'accord, en entrée de virage, mais on en gagne de fou en sortie. Donc ça va peut-être se valoir. Ah ouais non, on est grave bien en fait en termes de chrono. 2.33 ici. Ouais, en fait on peut même arriver je pense en 2.56, 2.57 si je fais pas de la merde là, sur les derniers virages je pense. J'ai l'impression que c'est peut-être jouable de faire un sacré chrono. Je sais plus où j'ai regardé le chrono, tout à l'heure on était à 2.45 et je sais plus trop à quel endroit de la map on était en fait. Hop là, petite accélération. C'est elle est fumée en fait. Elle est fumée. J'avais dit 2.55, 2.57 je crois, on fait 2.55. Niveau chrono on est comment? On est très bien. On est devant, ah ouais incroyable, on est devant la MT900 GT3 qui était pourtant fumée. Et on est devant une RXC aussi que j'ai testé il y a assez peu de temps en vidéo, qui avait fait un très bon chrono. Par contre on est toujours loin derrière la MC12 Corsa. Et évidemment on est 9ème du classement. Donc cette voiture aura fait quand même une belle perf, puisque d'origine on l'aurait mis 6ème actuellement. Avec les améliorations on l'aurait mis 8ème. Et avec le swap et tout ce qui va avec on l'aura mis 9ème du classement. Donc en sachant que là il nous restera à tester, comme je vous le disais, la TVR Cerbera Speed 12. Et après je pense qu'on aura un classement plus ou moins définitif avant les prochaines mises à jour et les prochaines nouvelles voitures qui peuvent peut-être détrôner d'autres modèles du classement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si c'est le cas à laisser un like, à vous abonner, à partager, à commenter. Bien sûr si vous avez des idées de modèles à tester, mettez-les moi en com. Et puis comme d'hab, pensez à venir follow la chaîne sur Twitch pour les prochains lives. Comme d'hab, la chaîne Twitch est en description et en commentaire, donc pensez à venir follow. Si vous avez Amazon Prime, pensez même à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui permettra de nous soutenir gratuitement, vous en profitez de plein de petits bonus. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, là où je suis le plus actif. Vous pouvez évidemment aussi soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats via mes liens de soutien sur cette vidéo. Donc mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement après la lui, mon lien Matal.net pour acheter vos configs PC, et puis comme d'hab pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne sur le long terme, vous pouvez devenir un soutien via le bouton rejoindre sur cette vidéo, ce qui vous fera là aussi évidemment profiter de plein de petits bonus. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.